Alors, du coup, bonjour tout le monde. Je suis Nicolas Damlincourt, le fondateur le créateur plutôt, de la communauté et du cyber. Pour vous présenter un petit peu la communauté du cyber, c'est un peu un mouvement, un peu une association, qui permet d'aider, d'accompagner, de dénoncer les bonnes pratiques en matière de cybersécurité dans le milieu de l'enseignement. Suite à des faiblesses dans certains secteurs de l'enseignement où la cybersécurité est un peu au second plan. Je travaille moi-même dans le domaine de l'enseignement, depuis un mois dans le domaine universitaire maintenant. Vous pouvez rejoindre, hein, pour ceux qui ne connaissent pas et du cyber, qui nous ont trouvé peut-être, il y a différents partages de cet événement de ce soir sur LinkedIn. On recherche, des personnes pour m'aider à co-gérer le Discord, si vous êtes intéressé par cette action-là. Et on cherche des personnes qui sont intéressées sur le groupe de travail pour préparer des fiches, de sensibilisation en cybersécurité. En gros, le but est de créer des fiches sur comment débuter une démarche en matière de cybersécurité avec zéro compétence et zéro moyen. Donc je ne vous dis pas le défi qui est assez conséquent derrière, mais c'est pour permettre, par exemple, à des petites structures d'enseignement qui puissent démarrer au moins, avec pas grand-chose, mais au moins démarrer, au lieu de rien avoir. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à mon camarade qui va présenter, l'alternance en cybersécurité et je le laisse en même temps se présenter et je vous souhaite à tous une bonne visio et une bonne présentation. Merci à vous. Merci beaucoup Nicolas pour l'invitation et merci à tous d'être présents pour cette présentation qui est axée sur l'alternance en cybersécurité, les meilleures pratiques à prendre quand on veut faire l'alternance en cybersécurité ou tout simplement quand on a un alternant en cybersécurité. Je précise avant de commencer que j'ai essayé de tourner la présentation au maximum pour qu'il puisse convenir à tous, que vous soyez professionnel, étudiant ou en reconversion. Donc, normalement, il n'y aura pas de souci avec ça. Et pour parler très brièvement de moi, je suis étudiant en réseau et télécom spécialisé en cybersécurité. J'entre l'an prochain en école d'ingénieur à l'ESIE et je suis apprenti pentester. Alors, au sommaire, qu'est-ce que je vais vous présenter? Donc, en premier lieu, qu'est-ce qu'une alternance? Ses objectifs et ses avantages, parce que, bien sûr, avant tout, avant de pratiquer, par exemple, l'Active Directory, il faut comprendre ce que c'est l'Active Directory. Donc là, c'est le même principe avec l'alternance. Ensuite, comment bien se préparer à la recherche d'une alternance ou d'un alternant? Pourquoi est-ce délicat de faire une alternance en cybersécurité? Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, ça, je vous laisserai découvrir. Et enfin, quelques conseils et recommandations de ce que j'ai vu de moi des étudiants que je mentor ou des entreprises que j'ai vues accueillir des étudiants. En bas, j'ai mis un petit disclaimer. Si vous avez des questions un peu perso, n'hésitez surtout pas à me contacter. Sur LinkedIn, je réponds à tout le monde, sauf au spam, bien sûr. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas. Je suis ouvert à tout. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une alternance? Ensuite, qu'est-ce qu'une alternance en cybersécurité? Ses objectifs et ses avantages. Déjà, il faut savoir que l'alternant, il est à différencier du stagiaire. Pourquoi? Parce que l'alternant, il a une double casquette. Il a la casquette du salarié, donc il est autant salarié qu'un technicien ou qu'un ingénieur qui est en CDI, et il est étudiant, comme un autre étudiant qui serait en formation initiale et qui fait des stages. Donc, dans une entreprise, il est pas seulement là pour apprendre, mais il est là pour apprendre et apporter sa pierre à l'édifice. Donc apporter un peu sa sauce, son expertise nouvelle avec ce qu'il a pu apprendre à l'école ou en parallèle de l'école. Donc son objectif, bien sûr, c'est de gagner de l'expérience et des compétences sur le terrain et d'être formé en parallèle des études. Pour que comme ça, voilà, à la sortie de son école, il puisse déjà dire, voilà, moi j'ai tant d'années d'expérience sur ce sujet-là, je sais ce que c'est,
et voici ce que je peux vous apporter. Donc, bien sûr, parmi les avantages, on a avoir de l'expérience, pouvoir casser les clichés de l'étudiant qui ne connaît rien à sa sortie d'école et comprendre, ce qui se passe réellement sur le terrain. Bien sûr, être payé, ça, on va pas se mentir et évoluer au sein d'une, même entreprise. Ensuite, pour le professionnel, quel est l'objectif de recruter un alternant et quels sont ses avantages? Donc déjà, on a en premier, bien sûr, le faire monter en compétences en lui, donnant la chance de pratiquer sur le terrain pour, qu'ensuite, cet alternant-là soit très vite opérationnel. Parce qu'un alternant, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre et c'est quelqu'un qui sait apprendre. Quelqu'un qui a envie et qui sait apprendre, il sait s'adapter très vite à son environnement. Ensuite, par rapport à ses avantages, l'avantage d'un professionnel, c'est de pouvoir partager ses connaissances et d'avoir par la suite un soutien dans ses projets ou tâches régulières. Et bien sûr, par la suite, un junior qui pourra évoluer jusqu'à devenir senior au sein d'une même entreprise si tout se passe bien et qu'il ne la quitte pas. Ensuite, comment bien se préparer à la recherche d'une alternance ou d'un alternant? Donc là, je répète, je me base sur tout ce que moi j'ai pu voir en tant qu'alternant et aussi en tant que mentor parce que je fais, du mentorat pour des élèves qui, recherchent une alternance et j'ai pu noter certains points qui, retombent très, très, très souvent chez, les étudiants, qui est tout d'abord, qu'ils ont du mal un peu à sortir du cadre scolaire, au niveau de la tenue, du comportement et du langage. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais le simple fait de venir chaque jour en jogging en cours en dit long, parfois sur, la personnalité, même si ce n'est que des clichés. Bien sûr, ça dépend de toutes, et de tous, mais il vaut mieux, se préparer petit à petit à sortir du cadre scolaire et adopter, les meilleures pratiques pour être, on va dire, mieux propice au monde professionnel. Ensuite, de bien s'informer sur les missions et l'entreprise lorsqu'on postule à une offre. Parce que généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont postuler à toutes les offres qu'ils voient. Pourquoi? Bah, parce que bien sûr, c'est très dur de trouver une alternance. Ça prend du temps de postuler et on ne peut pas se permettre de passer plus de 2 jours à postuler à une offre. Sauf que malheureusement, si on envoie le même CV partout sans le personnaliser, ben, ce qui risque d'arriver, c'est que, les recruteurs, ne lisent même pas la lettre de motivation parce que c'est un truc un peu classique qui est pris d'internet et au final, on perd beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps dans sa recherche et on ne trouve aucune opportunité. Donc voilà, bien s'informer sur les missions et l'entreprise pour pouvoir adapter son CV et sa lettre de motivation. Après, montrer et prouver sa passion par des actions concrètes, parce que c'est bien beau de dire qu'on est passionné, mais il faut derrière qu'on le voit, que ça puisse être prouvé, pas forcément avec des certifications qui coûtent des milliers, bien sûr. Quand je dis prouver, sa passion, ça peut être, par son activité dans différentes associations comme, EduCyber ou des clubs de cybersécurité. Ça peut être, simplement réaliser des projets personnels, construire un mini SOC chez vous, par exemple, ou tout simplement regarder des vidéos YouTube. Ça peut prouver, que vous êtes vraiment passionné parce que vous vous informez, au-delà des cours sur, le sujet. Enfin, prendre conscience de ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas faire et ce qu'on souhaite apprendre. Là, ce que je veux dire, par ce point-là, c'est que beaucoup cherchent à viser le saint graal, dans le sens où ils vont postuler à un maximum d'offres, mais seulement si ce sont des offres, on va dire avec un titre pentester, assistant RSSI, des offres en fait qui ont de la valeur à leurs yeux. Sauf qu'en vérité, ce n'est pas réellement ce qu'ils souhaitent apprendre et ce n'est pas réellement ce qu'ils peuvent faire. Dans le sens où si
plus tard on souhaite faire de la sécurité opérationnelle au niveau de l'infra et des réseaux, vaut mieux commencer par un poste d'administrateur système et réseau, comme ça on sait à peu près comment tout fonctionne. Et si on pense qu'on n'a pas assez de connaissances en réseau, ben, pourquoi pas commencer par du support, par exemple. Donc voilà, prendre conscience de ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas faire pour trouver l'offre la plus adaptée à soi. Ensuite, pour un professionnel, là, c'est un peu différent. Je suis pas professionnel, je recrute pas d'alternants, donc je pense qu'un autre professionnel qui a fait de l'alternance déjà saura mieux répondre que moi, mais bah, je me base, sur ce que j'ai vu. Tout d'abord, ce qu'il faut, c'est rechercher un candidat qui est réellement passionné, avec quelqu'un qui fait des activités extrascolaires, donc comme j'ai dit, quelqu'un qui sait prouver sa passion. Parce qu'un candidat qui est réellement passionné, on pourra le laisser très vite en autonomie. Parce que c'est quelqu'un qui aime apprendre, qui aime rechercher l'information, qui aime, savoir comment, chaque chose fonctionne dans un environnement. Peu importe le sujet, il saura très vite s'adapter. Ensuite, bien informer, sur le contenu bien s'informer sur le contenu de la formation de l'alternant pour éviter quelques coquilles, dans le sens où voilà, on cherche un alternant qui s'occupera des identités dans l'Active Directory. Donc on va, peut-être regarder au niveau des BUT informatiques, sauf que, bah, on s'en rend compte après 3 mois que l'alternant n'a jamais touché l'Active Directory. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas informé sur sa formation. On ne sait pas ce qu'il fait pendant ses cours, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a appris ou qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il peut faire. C'est pourquoi il est très, très important de demander à l'alternant qui nous intéresse, des cours qu'il pourrait avoir dans sa formation et qui peuvent s'adapter aux missions. Ensuite, présenter en profondeur ce que vous pourrez lui apporter et ce dont vous avez besoin pour permettre à l'alternant de bien comprendre qu'est-ce qu'il y a en face de lui, qu'est-ce que l'offre, veut réellement dire, parce que parfois les missions peuvent être présentées comme, bateau si je peux me permettre. Et enfin, faire si besoin, passer un parce que ça peut être un test technique comme, logique, peu importe, au candidat axé sur les compétences nécessaires au poste. Mais attention, quand je dis faire passer un test au candidat, ça ne veut pas dire que s'il n'a pas réussi le test, ça veut dire qu'il est pas apte à, prendre le poste. Non, pas du tout. En fonction de ses résultats, vous pouvez voir justement d'où il vient et qu'est-ce qu'il a besoin d'apprendre pour être opérationnel. Comme ça, vous pourrez beaucoup plus facilement, le faire évoluer techniquement. S'il y a pas de questions, je vais passer à la diapo suivante. Alors, pourquoi est-ce délicat de faire une alternance en cybersécurité? Dans les médias, on entend beaucoup de nos jours qu'il manque de talent en cybersécurité, qu'on n'est pas assez, sécurisé, qu'il nous manque en fait, justement ces professionnels-là. Mais d'un autre côté, le nombre d'alternances en cybersécurité n'est pas proportionnel à ce qui est vendu sur les médias. Eh bien, c'est pour des raisons bien précises. En premier, c'est parce qu'en cybersécurité, on manipule des données à caractère privé et sensible. Que vous soyez, analyste SOC, pentester, red teamer, administrateur, sécurité, système et réseau ou peu importe, le poste, on sera souvent amené à manipuler des données à caractère privé et sensible, ce qui fait qu'on va chercher un alternant avec une certaine maturité pour éviter quelconque coquille. Et bien sûr, hein, par la suite, il y a des actions et projets concernant le système d'information qui font que voilà, la moindre erreur pourrait amener, l'entreprise à, entre guillemets, «se faire pirater» si les recommandations n'ont pas été appliquées de manière correcte. Ensuite, un autre frein principal qui est le manque d'expérience. Mais bon, ça, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas demander à un alternant d'avoir de l'expérience. Normalement, quand on fait une alternance, c'est notre première expérience et si ça ne l'est pas, c'est encore mieux.
Mais bon, c'est un frein pour les entreprises parce qu'ils trouvent que les jeunes savent justement pas assez, pas se comporter correctement dans le monde professionnel. Donc là, c'est au niveau de l'assiduité, de la tenue, du langage et d'autres choses. Donc, bien sûr, le niveau de maturité et la prise de conscience des risques, les aspects qui nécessitent de comprendre la technologie avant de la renforcer. Là, c'est surtout pour, ceux qui veulent faire une alternance en tant que pentester. Bien sûr, avant de tester une sécurité, il faut comprendre comment elle fonctionne. Comme avant de la renforcer, il faut comprendre comment elle fonctionne. On ne peut pas, comment dire? On ne peut pas construire une voiture si on ne sait pas comment fonctionne le moteur. Ben, c'est le même principe en cybersécurité. Et là, malheureusement, le problème ne vient pas que des candidats, il vient aussi des formations, d'où l'importance d'aller plus loin que l'école et nourrir sa passion avec les activités extrascolaires. Après, il y a d'autres points que je trouve moins importants et qui retombent très souvent, peu importe le domaine. Donc là, c'est l'employeur qui estime que le retour sur investissement est incertain. Donc, du fait que l'alternant va partir au bout de 2 ans parce qu'il va trouver meilleur ailleurs, ou alors le stage qui va faire de l'ombre à l'alternance parce que ça coûte moins cher, et d'autres points comme la concurrence ou les exigences spécifiques des employeurs et le manque de budget. Mais bon, ça, c'est classique. Peu importe le domaine, on retrouve ces points-là. Ensuite, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et ça arrive très, très, très souvent, autant chez les étudiants que chez les professionnels. Donc, pour un étudiant, ce que je pourrais dire, c'est que beaucoup de postes nécessitent de bases solides en informatique. Comme dans un jeu vidéo, vous ne pouvez pas viser le boss niveau 99 si vous êtes au niveau 1. Cependant, vous pouvez essayer si vous êtes au niveau 80. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez déjà des bases qui ne sont peut-être pas solides, mais suffisantes pour le poste, allez-y. N'hésitez pas franchement, parce que vous allez juste évoluer, vous allez beaucoup apprendre et puis en plus de ça, si vous êtes passionné, ça va être parfait. Si par contre, vous n'avez aucune des bases nécessaires, vous devriez avoir peur. Devriez avoir peur ou même ne pas postuler à ce genre d'offre. Parce que vous allez juste perdre votre temps et peut-être que vous risquerez de passer le filtre RH, mais après, devant le manager technique, si vous êtes amené à passer un test, ben, vous allez complètement le foirer et vous aurez perdu votre opportunité. Donc, si vous voulez trouver une alternance qui vous convient, essayez de voir ce que vous savez faire, comment vous pouvez combler les trous qui vous manquent et justement, ensuite atteindre le poste que vous voulez atteindre, simplement. Après, pour un professionnel, bien sûr, l'objectif de l'alternance, c'est pas de profiter de la détresse d'un étudiant et de sa soif d'apprendre, comme là, ce petit mème que j'ai créé. L'exemple très, très classique qu'on retrouve partout, un projet qui est saoulant à faire. Son objectif, c'est de ne pas payer trop d'argent, donc il va pas payer un consultant. Il va poser l'alternant sur le sujet. Mais ce qui va se passer, c'est que l'alternant, bah, il va pas trop s'intéresser au sujet, il va pas aimer ce qu'il fait, il va trouver qu'il va pas apprendre assez. Donc au bout de 3 mois, il sera parti dans une autre entreprise. Et ça arrive très, très souvent et il faut y faire super attention. D'où voilà, encore une fois, l'importance de s'informer, en détail sur les missions du poste avant de le prendre. L'objectif, c'est du coup d'apporter de l'expérience, que recherche le candidat et de le former pour qu'il puisse répondre aux besoins futurs. Un alternance, c'est un bon investissement sur le long terme seulement s'il est satisfait et c'est aussi, peut-être un futur très, très bon collaborateur que vous verrez évoluer et bien sûr, quand on voit son élève évoluer, ça peut que satisfaire. Mmh. Je suis en train de continuer, hein, il y a pas de questions, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à écrire dans le chat. Alors, mes conseils et recommandations, du coup, pour, les étudiants et les professionnels. En premier lieu, tous les étudiants,
ne baissez jamais les bras, même si vous n'avez pas de réponse. Si vous n'avez pas de réponse et qu'un poste vous intéresse, à postuler une deuxième fois, mais avec un nouveau CV, avec une nouvelle lettre de motivation. Si, encore une fois, vous n'avez pas de réponse et que le poste vous intéresse toujours, allez-y une troisième fois, une quatrième fois. Mais bon, bien sûr, n'y allez pas 30 fois. Si vous voyez que ça passe pas, c'est tout. Mais ne baissez jamais les bras. Si vous voyez des refus, c'est tout à fait normal. Vous pouvez en voir 100, 200, 300, 400. Ça peut aller très, très vite. C'est tout à fait normal. On est tous passés par là. Ensuite, n'oubliez surtout pas de solliciter votre réseau pro comme perso, parce que il peut y avoir dans notre entourage un oncle, un cousin, un ami ou un ancien collaborateur qui travaille dans une entreprise qui cherche justement un alternant comme vous. Et faut pas avoir honte d'être pistonné, hein, non, pas du tout. Au contraire, faut saisir l'occasion et en profiter. Il y a beaucoup, beaucoup de postes qui se comblent par le piston, malgré tout. Ensuite, nourrissez votre passion avec des activités extrascolaires. Donc là, bien sûr, vous pouvez être très actif dans le club EduCyber ou si vous voulez rejoindre mon club de cybersécurité CyberV, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de projets très intéressants qui y sont faits, qui vous permettront d'apprendre comme d'améliorer aussi votre image et votre visibilité, bien sûr, d'un point de vue professionnel. Et je vais rebondir du coup à l'image en ligne. Faites attention à ce que vous postez sur Internet. Il faut surtout pas dégrader votre identité numérique parce que le monde de la cybersécurité, je ne vais pas dire qu'il est restreint, mais on se connaît tous à peu près. Et donc, bien sûr, si demain, X personnes réalisent une très mauvaise action qui est ensuite répétée à droite à gauche, votre réputation peut très très vite être ruinée et c'est très dur de se rattraper. Donc il faut faire très attention à ce qu'on poste sur Internet et je vous encourage aussi à ne pas hésiter à poster vos différents projets, les différents documents que vous avez rédigés, les différentes fiches. Par exemple, avec EduCyber, là, ils vont faire des fiches de cybersécurité. Vous pouvez, si vous avez participé au projet, les poster. Ça peut qu'être utile. Et enfin, du coup, personnaliser la CV et le CV et la lettre de motivation en fonction de l'offre et de l'entreprise. Et ça, c'est très, très, très important parce que ça vous permet de vous démarquer des autres candidats qui, généralement, vont très vite et envoient le même CV et la même lettre de motivation à toutes les entreprises et à toutes les offres. Donc, au final, ça se voit très vite, hein. Si c'est pas personnalisé, ça se voit très, très vite. Enfin, pour le professionnel, mes conseils, même si je pense que d'autres peuvent donner de meilleurs conseils que moi, parce que je me qualifierais pas encore de professionnel. Ce qu'il faut, c'est que dans votre offre, vous pouvez, attirer les passionnés avec les bons mots, en employant les bons mots. Ne pas essayer de faire des phrases un peu bateau dans l'émission, parce que ça pourrait, renvoyer une mauvaise image alors que la réalité n'est pas la même. Ensuite, le diplôme ne veut pas, dire qu'on a un bon niveau technique, comme la certification ne veut pas dire qu'on a un bon niveau technique. On peut être technicien et avoir le niveau technique d'un ingénieur, comme on peut être ingénieur et avoir le niveau technique d'un autre qui fait un CAP coiffure. Donc ça veut absolument, rien dire. Il faut voir plus que ça, il faut voir au-delà. Bien sûr, après, rassurer le candidat après la première phase de recrutement, lui dire que voilà, faire un petit retour après l'entretien, lui dire peut-être les points qu'il pouvait améliorer et d'autres qui étaient bien, il peut, continuer, à reproduire en tout cas. Et enfin, accompagner vos alternants pour qu'ils s'adaptent à l'environnement professionnel au sein de votre entreprise. Donc là, c'est si vous avez des alternants avec vous, n'hésitez surtout pas à les accompagner pour qu'ils puissent, par exemple, découvrir les autres services de votre entreprise, qu'ils puissent découvrir le personnel, les autres employés, à quoi ils servent et qu'est-ce qu'ils peuvent lui apporter s'il a des questions ou quoi.
pour que lui, après, puisse avoir plusieurs points de repère au sein de l'entreprise qui lui offre cette opportunité d'alternance.